Bonjour à tous, et voici la suite de l'épisode avec Jean-Yves Labrousse pour parler de son histoire tragique qui lui est arrivée la nuit du 5 au 6 octobre 83, mais surtout de cette force, de cette résilience et de sa volonté d'avancer. Bonne écoute. D'ailleurs, j'avais une question par rapport à ça. Comment toi, tu aurais eu besoin que tes proches, comment t'aurais voulu qu'ils se comportent? De quoi t'avais besoin finalement dans les jours, dans les mois qui ont suivi ce drame? Ce que je voulais pas de la pitié. Et, euh, et quand je revoyais les gens de ma famille, c'était pour me dire, mais on comprend pas, qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, les gens qui jugent mes parents, nous, si on avait été à leur place, on leur fait ceci, on leur fait cela. Ouais, J'ai pas besoin de ça. Ouais, franchement, voilà. ouais, C'est se projeter. En fait, donc, c'était des victimes aussi, il faut le comprendre. C'est aussi des victimes. Hein. Même s'ils n'ont pas vu, c'est aussi des victimes collatérales. Moi, ce que je voulais, c'était arriver à me projeter dans l'avenir. Le passé, je voulais plus le revoir. Hein. Il y a un ouais. passage dans la Bible comme ça où les gens se sauvent d'une ville et il y a un ange qui leur dit si vous regardez derrière, vous êtes pétris transformés en pierre. Et ceux qui regardent en arrière sont transformés en pierre. Et donc, voilà, l'idée, c'est de dire, pas laisser. J'aime toujours ma famille, c'est pas la question, mais le passé, c'est passé. Tu peux pas le changer. Et donc, ce que tu peux faire, c'est simplement comment tu peux être aujourd'hui pour comment tu seras demain. Et inconsciemment, j'ai mis en place l'instant présent que je connaissais pas. Hein. Mm. Mais Mm. et par contre, on va en parler quelques temps plus tard, j'aurais du mal à comprendre malgré tout, alors que je l'ai fait, alors que c'est ce que j'ai mis en place, mais j'ai du mal à comprendre ce que c'est que l'instant présent de lâcher prise. Mais et voilà, donc je vais mettre des objectifs dans le sport, dans le travail. Mais il y a ces flashbacks qui reviennent, qui sont incessants, et qui fait que des fois, tes jours sont plus doux que tes nuits. Enfin non, c'est plus dans l'inverse, tes nuits sont plus douces que tes nuits. Tu dors avec la lumière, il me semble, en plus, hein, pendant Ouais, longtemps. je dors avec la lumière. Voilà. C'est Ouais, compliqué. C'est ouais. compliqué parce que toujours peur que l'autre vienne. Et puis très rapidement, il y a le procès qui arrive. On m'en parle. Ouais. Je rencontre Maître Garnier, Christian Garnier, qui est qui est un homme très bien et et qui va me préparer, beaucoup de pédagogie, qui va beaucoup me préparer à ça. Et, euh, et tout ça fait que tu deviens un homme, tu te fais une carapace. Et oui, après, voilà, si tu veux, les gens qui étaient autour de moi, voilà, tout ce qui est les pensées positives, tout ça, c'est des notions qu'ils connaissaient pas. Donc tu peux pas leur en vouloir non plus, tu vois. Euh, Et je pensais au procès. Ça a eu lieu combien de temps après le drame? 6 ans après. Ouais, 6 ans donc c'est... après, parce que si tu veux, l'autre, il va au départ, il va essayer, il va dire c'est pas moi, je pense, voilà, il va se victimiser très rapidement. Les gendarmes vont retrouver le couteau, vont retrouver plein de pièces, et très rapidement, de la garde à vue, il va directement aller en prison. Il va directement aller en prison et euh, et en plus, il va se contredire. Ouais, Voilà. ouais. Lui qui pensait être un surhomme et être au-dessus des autres, en fait, voilà, il se tire une balle dans le pied. Mais tout ce que je vais dire très rapidement, ça va corroborer l'épreuve et d'attester que c'est bien lui. Mais il va essayer, ses avocats vont essayer de dire qu'il n'était pas pleinement conscience de ses actes et que c'était un acte de démence. Et en fait, si tu veux, ce qu'il faut bien comprendre, il y a le monde qui va mettre dans une séparation pour une peine de cœur et quelque part, euh, Ah, ça passe mieux de dire que c'est un crime passionnel c'est que ça, c'est qu'un crime ça. d'un dégénéré, quoi. Un féminicide. On parle pas de féminicide. Hein, c'est un féminicide. Ouais. En fait, c'est un féminicide. Et c'est Camille, ma fille, Camille Rousse, qui a coécrit le livre avec Constance Bostowel, Écho des ombres, qui a fait des recherches là-dessus. Bon.
elle a fait plus d'études aussi, donc elle a d'autres chemins. Mais en fait, voilà, ce qu'elle va m'apprendre, parce que dans mon parcours, en fait, tu vois, je vais apprendre quand je vais devenir apprenti coiffeur, je vais apprendre mes clients. Voilà, j'adore. En fait, je vais découvrir que dans le monde professionnel, j'adore apprendre. Ouais. Même à l'école, quand j'étais à l'école, j'adorais apprendre, mais c'était l'école qui ne savait pas comment me transmettre les choses. Exactement, ouais. Je correspondais pas, j'étais pas je rentrais Dans pas leur dans les profil cases. d'apprentissage, ouais. C'est ça, je rentrais pas dans les cases. Donc, Donc le voilà, féminicide, effectivement. Et le, donc, le, fé- le, fémi- le féminicide, donc, il va essayer et même la justice de l'époque, on a tendance à minimiser le truc, hein. Voilà, c'est un féminicide qui a mal tourné. Et comme le dirait Camille, en fait, quand t'es pervers narcissique, tu n'acceptes pas. L'autre, c'est ta chose. Et tu n'acceptes pas qu'elle puisse vivre sans toi. Exactement. Et donc, soit tu t'en prends à bien matériel, ou si t'es plus explosif, tu t'en prends à la personne. Et là, comme était chez mes parents, c'était de faire disparaître tout ce qui était en rapport avec elle. Ouais, Hein. ouais, exactement. Voilà, il va dire que il a eu une enfance malheureuse et au procès, on va se rendre compte qu'en fait, ses parents diront que non, il n'a pas eu une enfance malheureuse, mais il cherche toujours à se victimiser. Et tu vois, pendant 6 ans, Maître Garnier va me préparer à ça et j'ai peur de le rencontrer. Hein. Bon, 6 ans plus tard, je suis à l'armée, je fais mon service militaire, il y avait encore la conscription à l'époque. Je suis devenu un homme, j'ai 21 ans, et là, si tu veux, je suis plus le jeune adolescent qui était encore un enfant, qui tremblait. Et là, si tu veux, j'ai envie de le regarder dans les yeux, lui dire, bah, si t'es un homme, regarde-moi dans les yeux. Et même, si tu veux, de toi à moi, je vais pas le montrer, mais j'ai envie de l'éclater. Tu vois, j'ai encore envie de l'éclater. Je suis encore dans ça. Je suis encore dans ça. Et où je me dis, bah, si j'avais eu un gun, là, je l'aurais dégommé, tu vois. Mais, au moment des faits, dans la légitime défense, tu vois. Mais il te regarde pas, j'imagine. Mais il me regardera pas. Voilà. Mais il me regardera pas. Non, il me regardera pas. Pourtant, j'avais vraiment envie de le regarder dans les yeux, tu vois, de dire, mais voilà. Mais alors du coup, quand je suis appelé à la barre, donc c'est un vrai défi pour moi qui est dyspraxique de parler devant tout le monde. Même là, bon, des fois, je sais pas si ça s'entend, mais des fois, ça hache quand je parle. Il faut vraiment que je travaille. Je fais de la diction pour y arriver. Ça m'aide beaucoup, ça. Tu t'en sors très bien. Merci. Mais donc, non, mais j'ai ça parce que dans mon parcours professionnel, quand j'étais coiffeur, j'ai travaillé dans différents établissements et surtout quand j'étais à Paris, on se moquait de moi parce que justement, quand j'étais fatigué, eh ben, je hachais. Hein. Et donc, du coup, tu vois, quand j'ai pris la parole au palais de justice au mois de juin 1989, pour moi, c'est un vrai défi. C'est un vrai défi de rendre justice à mes parents. C'est déjà de rendre justice à mes parents. Et bon, quand je suis rentré en apprentissage, j'étais comme quelqu'un d'introverti, timide. Et le fait d'être dans le commerce, je vais m'ouvrir, je vais oser parler, je vais prendre de l'assurance. Comme quoi, rien n'est impossible. Non, c'est ça. Comme quoi, rien n'est impossible. Ouais. Et en fait, c'est ce que, de toi à moi, c'est ce que le livre, hein, c'est l'idée de ce livre, de dire que malgré tout ça, rien n'est impossible. Hein. Et là, au moment, à la fin quand on me demande de témoigner ce que je sais, je me permets de dire un truc, c'est plus fort que moi, puisque l'autre il me regarde pas, j'en peux plus. Et là, je dis devant les jurés et la présidente de la cour, je dis, qui est l'homme? Qui peut être? Et en fait, en même temps que je dis ça, je pense à une chanson d'Enrico Macias,
et qui était, ça parlait de faire mal à un enfant. Honte à, enfin, ce qu'il disait Enrico Macias dans sa chanson, c'était honte à celui qui fait mal à un enfant, quoi. Hein, c'est ça. Et en fait, c'est ce que je dis. Qui est l'homme qui peut se dire un homme quand tu t'en prends à des femmes, à un enfant, à un homme endormi, hein, t'es pas un homme. Tu vois ce que je veux dire? Si t'es un homme, ben, tu te bats face à un autre homme, hein, voilà. Mais autrement, t'es rien. Tu vois. Et en gros, c'est ce que j'ai dit, toi. J'étais pas dans, enfin, en gros, c'est ce que ça voulait dire. Mais et ça m'a fait du bien de dire ça, de toi à En gros, moi. t'es juste un monstre. Oui, c'est un monstre, bien sûr, c'est ça. Et quelque part, tu vois, alors c'est bien que tu dis ça, c'est bien parce que quelque part, là, je suis dans la révolte. T'as l'énergie là qui doit sortir, hein, oui, je pense. Hein. et Ah, ça doit tu vois, j'aurais voulu être dans les monstres dans les Avengers, Ah les ouais, bien dévorer, sûr. tu vois, j'aurais aimé, tu vois, bon, tu vois, vraiment, Ah voilà. oui, oui, ouais, je Tu sens vois ce que je veux dire? l'énergie là. Oui, parce que Ouais. si tu veux, j'entends. Et comme je le revis tous les jours, chaque nuit, chaque jour, et des fois les jours sont pires que la nuit, donc d'entendre la souffrance de ma famille Ah, défunte, c'est ouais. et ça, si tu veux, ça, quand tu vois l'autre qui essaye de dire qu'il est un pauvre malheureux, machin, et quand tu sais ce qu'il a fait, tu te dis, mais gars, enfin, voilà. Ouais. Et quand tu dis, ah non, mais je suis venu voir la femme de ma vie pour l'emmener au Canada, ben si, attends, Roméo, quand il est venu emmener Juliette, hein, il a joué de la mandoline avec un bouquet de fleurs. Il avait pas un couteau de 20 centimètres et un bidon d'essence. Tu vois ce que je Ouais. veux dire? Ouais. Tu vois. Alors, je suis peut-être trop romantique, hein, mais bon, bon, Non, non, mais oui, bien sûr, tu vois ce que je veux dire? C'est ça complètement. l'amour. Le reste, c'est autre chose. Et ça t'a Mais, fait du bien hein, de sortir tout ça, j'imagine. Ça t'a un ouais, peu libéré quand c'est même. ça. Que la justice se fasse aussi. Parce qu'il a été condamné, il me semble, à perpétuité avec une période de sûreté de 18 ans, quelque chose comme Ouais, ça. ouais. Alors, je suis content, si tu veux, d'un côté. Je suis content parce qu'il aurait pu, à l'époque, si elle était considérée Oui. fou, il sortait libre. Ouais, non, Il mais allait ça, même oui. pas en hôpital psychiatrique. Il passait Ah pas là par la là. case hôpital psychiatrique. Il ressortait nickel. Voilà, voilà, tout va bien. Donc, je suis content qu'il ait été jugé, que la justice a été faite, une peine a été donnée, une sanction a été prise. Sauf que en 1989, on parle de perpétuité à 33 ans. Et si tu veux, moi je me dis que vu ce qu'il a fait, enfin, vu l'acharnement, enfin, ben, que ça aurait été bien, tu vois. Et, et là, toi, moi, je suis curé. Je suis curé, les journalistes essayaient de m'interviewer à la sortie et je veux pas parce Parce que du coup, tu que dis qu'il était condamné à 33 ans, c'est ça? non, Non, il a j'ai pris pas compris 18 alors. ans. Non, mais c'est la peine. Si tu veux, lui, il va prendre 18 ans, Ouais. hein, mais en 89, au moment du jugement, on parle de 33 ans. De 33 ans. Sauf que lui, il faut comprendre, en fait, quand t'es jugé en fonction des peines applicables au moment des faits. Mhm. Tu comprends? Même si t'es jugé 10 ans après, c'est la peine applicable au moment des faits, au moment de ce que tu as fait. Ouais, Hein, ouais, tu vois? ouais. Et donc ouais, je suis assez vénère sur ça. Donc le maître Garnier, il va me prendre à part. C'est lui qui va faire l'interview avec les journalistes. Et puis à l'époque, j'ai un petit problème avec les journalistes parce que si tu veux, les journalistes de l'époque, ils ont pas été très cool. Hein. Alors j'ai progressé, vraiment progressé depuis. Bon, ouais, c'est bien, les choses changent, c'est très bien. Mais parce qu'à l'époque, oui, la facilité, c'est d'aller au sensationnel Ouais. et de remplir des papiers. Hein. On cherche pas vraiment à comprendre les choses. Donc c'est un peu, voilà, je suis un peu Ils sont même irrité. rentrés dans ta chambre d'hôpital, c'est ça, hein? Ouais, bien sûr. Au moment où je me réveillais, ils sont rentrés, ils ont forcé. Pourtant, il y avait des policiers, hein, des gendarmes Fou. qui Ouais. se réveillaient.
Mais bon, c'est paru sur Match, je crois. Ouais, ouais. Donc c'est pas cool. Mais bon, c'est du passé. Mais bon, je les ai quand même là. Et mec Garnier, il va nous prendre à part. Il va me dire, Jean-Yves, il faut que tu avances. Il faut que tu avances. Voilà. Il faut que tu te considères comme une victime. Et puis, il va me dire, écoute, oublie-le. Avance. Il me dit, c'est ce qu'il va me dire. Voilà. Facile à dire, excuse-moi, mais bon, ouais, oublie-le, je veux bien, mais mon corps, il va pas l'oublier. Sur le coup, j'ai pas tellement comprendre mec Garnier, tu vois. Oui. J'étais un peu dur avec lui et en fait, le recul, c'est vraiment un homme très bienveillant, humain. Ouais, j'ai pas eu conscience de comment il m'a accompagné, tu vois. Ouais, ouais. Et au moment de la parution du livre, je l'ai remercié parce que c'est quelqu'un maintenant qui doit avoir 80 ans, tu vois. Et mais toujours d'un esprit dynamique, vif et de très bons conseils. Et en fait, tu vois, j'ai eu la chance de rencontrer des gens comme ça. Ça va me donner une ligne de conduite pour moi, me construire en tant qu'homme. Et tu vois, de dire, tu te dis, ben, il y a quand même des gens, tu vois, ben, un peu comme Martin Luther King a donné un nouveau souffle, comme John Fitzgerald Kennedy a donné un nouveau souffle aussi. Et donc oui, je vais peu à peu, je me rends compte que, comme tu disais tout à l'heure, tu me parlais de la violence et qu'en fait, Pascal Deluc était un monstre. Et en fait, je me rends compte que très rapidement, de vouloir assouvir cette soif de vengeance. Ouais. Et en fait, à l'époque, beaucoup de gens décriaient Monsieur Robert Badinter parce qu'il venait d'abolir la peine de mort. Et avec le temps, je me dis que Monsieur Robert Badinter avait raison. Il avait raison. C'est pareil. Sur le coup, je l'ai pas compris, mais avec le recul, je me dis que c'était aussi un homme de lumière, cet homme-là, parce que si tu veux, c'est ce qu'il a dit. Il dit si vous tuez les gens, vous devenez vous-même des bourreaux. Si tu te venges, tu crois que ça va te libérer. Non, t'en rajoutes. Ça ne t'aurait pas libéré, tu penses? Non, tu en rajoutes. Tu vois, au contraire, tu te plombes encore plus. Tu deviens également un bourreau. Tu vois, puisque ouais, je vois. Dans tout combat, si tu décris quelqu'un, tu dis c'est des bourreaux parce qu'ils ont fait ceci, cela, mais si t'en fais autant, et tu deviens la même chose. En fait, la seule vérité, c'est Martin Luther King. À la violence, tu réponds par la non-violence. C'est pas facile à faire. Oh non, je pense que oui. C'est pas facile à faire. Pour toi, jeune homme. Ouais. C'est pas facile à faire. Mais même si Martin Luther King n'a pas réussi de son vivant, la vérité, c'est qu'on peut pas reprocher à ce mouvement des droits civiques d'avoir été violent. Et c'est la seule vérité pour moi, sans parler de religion ou quoi, mais c'est la seule chose. La violence, c'est pour moi, c'est un échec. La violence, c'est quand t'as plus d'arguments. En fait, quelqu'un qui a un manque d'argumentaire, eh ben, s'il se sent fort, eh ben, il va s'en prendre soit avec ce qu'il a sous la main, hein, n'importe quelle arme, et pour montrer qu'il a raison. Et toi qui parles de religion, t'étais croyant à l'époque? Ouais. Est-ce que ça a changé quelque chose? Alors là, je vais plus en entendre parler. Donc, je suis de confession catholique, mais bon, je suis ouvert un peu à tout. Hein. J'étais dans des mosquées, j'étais dans des synagogues. Je suis curieux.
des religions, de livres et autres, parce qu'on apprend tout le monde, tu vois. Je suis pas dans le jugement, je suis pas et c'est la différence. Tu vois, c'est le fait d'être handicapé. Alors, on va dire, ouais, vous me voyez pas, mais je suis pas dans un fauteuil roulant. Hein. Quand on me voit, je suis quelqu'un comme tout le monde. Mais pourquoi j'insiste sur le handicap, c'est parce que 80% des handicaps sont invisibles. Ouais. Et que en fait, c'est pas que je veux me victimiser, c'est pas tout ça, c'est juste que il m'a fallu 50 ans pour admettre. Parce que j'en ai souffert étant enfant et que ma première résilience, elle est là-dessus. Ouais, c'est ça. Et qu'en fait, ce qui s'est passé le 6 octobre 1983, c'est horrible. Mais le fait d'être multidis, alors, ça paraît moins violent, mais c'est tout aussi violent. C'est tout aussi violent parce que tu te sens, j'ai été l'idiot du village, personne ne te comprend, c'est très compliqué. C'est très compliqué et ce qui m'a permis de me raccrocher, c'est passer du temps avec mon grand-père Georges, les animaux, faire du bricolage, voilà, et de me rendre compte que je pouvais être créatif. Les 10 sont créatifs, donc et ont beaucoup d'empathie, voilà. D'où le fait que tu t'intéresses à plusieurs religions, c'est ça, tu veux dire? Mais par contre, oui, c'est l'ouverture d'esprit. C'est l'ouverture d'esprit, ça, de comprendre. Tu vois, comme t'entends les gens qui critiquent tel ou tel en disant ah, tiens ceux-là ils sont comme ça, ceux-ci ils sont comme ça, tu vois. Et tu te dis c'est où la vérité, tu vois. Et tu te rends compte qu'il y a du bon dans tout. Et en fait, ça dépend comment les gens l'interprètent. Mais sur le moment, par contre, justement cette histoire de religion. J'en veux. Je me dis qu'il y a pas, de Dieu. C'est ça, oui, c'est ce que je me serais dit aussi. C'est du pipeau. Je dis c'est du pipeau. Et s'il y a eu quelqu'un, ça serait pas passé, tu vois. Ouais, donc il y a une rage aussi envers le créateur, peu importe. Voilà, je peux en entendre parler. Je me dis, mais c'est de la connerie, laisse tomber, quoi. Tu vois. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression, c'est que t'as pas eu après un comportement autodestructeur, mais au contraire. On en a parlé un petit peu de cette rage de vivre, mais pas finalement une rage de je sais pas, d'addiction, d'automutilation, ou tu sais, quelque chose qui fait qu'en fait, tu n'arrives pas à vivre sans ta famille. Non, tu es remonté, hein, tu voulais aller de l'avant, comme tu disais, notamment en effaçant le passé, alors peut-être un peu trop d'ailleurs, quelque part. Un peu trop, mais à mon avis, c'est une bombe à retardement. Tu vois. C'est une bombe à retardement, ça viendra beaucoup plus tard. L'autodestruction, ça viendra beaucoup plus tard. Mais dans un premier temps, c'est plutôt une hyperactivité. J'étais déjà un peu hyperactif, mais ça va s'accélérer. Bah oui. Faut Le t'occuper sport, l'esprit. Ouais. Pour éviter les flashs. Ouais. Pour éviter les flashs, comme je te dis, les flashs m'arrivent dans la journée. L'horreur. Et c'est comme si tu es sur ton ordinateur et du coup, tu ouvres une autre fenêtre et t'es là, mais t'es plus là. Mais ce qui est fou, c'est que justement, moi je m'étais demandé en lisant ton livre, en écoutant ton histoire, si tu avais consulté. Et à l'époque, en fait, tu ne l'as pas fait pendant de très très longues années. Ce que tu dis avoir regretté d'ailleurs, plus tard. Ouais, alors c'est une bêtise parce que c'était une croyance limitante et j'étais persuadé que consulter, c'était fou. Mais en fait, je crois qu'aussi que ça me ramenait, si tu veux, quand j'étais dépisté 10, un tas de trucs, des encéphalogrammes, machin. Et il y a ce côté handicap, je voulais plus en entendre parler non plus. Donc je me suis dit si je consulte, c'est encore non. Donc du coup, j'ai voulu, je me suis dit, j'adore le défi et ça me fait pas peur. Et je me suis dit, j'ai pas peur, j'y vais et je vais y arriver. Tu vois. Ça marchait ce que ça marchait. D'ailleurs, tu disais, c'est une belle phrase, excuse-moi, je te coupe 2 secondes, tu disais, je ne sais plus qui pourrait me sauver de ma propre mémoire. C'est horrible, enfin, c'est vrai que horrible tous ces flashbacks. D'ailleurs, comment tu as fait pour qu'au fur et à mesure du temps, ça s'efface?
Euh, En fait, il faut attendre vraiment le livre pour que ça s'efface. Ouais, Ouais. ouais. Et Comme une sorte de thérapie où tu as pu écrire toute ton histoire avec tes proches finalement. avec Camille, ouais, avec Ouais. Camille. Mais c'est donc, tu vois, c'est tout un chemin parce que en fait, donc je veux reconstruire une famille avec l'amant de Camille. Donc après le procès, on arrive en 1990-12. Je rencontre la maman de Camille et puis je fonde une famille et là ça me fait du bien, toi. Je retrouve une famille, je suis heureux. Je trouve quelque chose que j'avais Bah, que t'avais perdu, plus. Mm. que j'avais pu. Et c'est très réconfortant, c'est très, ouais. Et alors, euh, c'est c'est très réconfortant, mais tu vois, j'aime pas les histoires, j'aime pas les trucs comme ça, et la, la famille les grands-parents de Camille sont des gens très gentils, mais un peu dirigistes, et si tu veux, quelque part, au bout d'un certain temps, au bout de 17 ans de vie commune, avec et le La maman de mariage Camille. avec l'amant de Camille, euh, si tu veux, ça fait comme si qu'on vivait en communauté et ça me saoule un peu parce que je, je suis quelqu'un qui a besoin d'échanger et là j'ai l'impression d'être, je suis pas malheureux, hein, je vis très bien, une très belle maison. Je voulais mettre à mon compte et en fait un jour on m'a dit, mon ex-beau-père me dit, Jean-Yves, si tu te mets à ton compte, t'es un fou du boulot, tu vas divorcer, tout, tu vois. Et en fait, ce qui m'énerve, c'est que j'ai des projets d'entrepreneuriat et je peux pas faire parce que, Ils ont un avis pour toi en fait, c'est ça tu veux dire. voilà, on décide pour toi et ça me saoule. Ouais. Ça me saoule vraiment. Et je me suis dit comme ça. Et au moment où je suis prêt à divorcer, il me dit, bah, si tu veux, j'ai trouvé un salon, on peut être et en fait, j'en veux pas parce que je me dis, si je fais ça, c'est pour avoir une sorte de liberté, tu vois. Je veux pas parce que j'ai vu des choses que c'est des gens t'as des gens comme ça, ils adorent leur famille, mais quelque part ils veulent tout contrôler et ça me saoule. J'ai pas Mm. supporté, j'ai En pas fait, oui, t'as voulu supporté et prendre enfin, respecter tes propres choix quoi en fait. c'est ça. Et en fait, il y a ça. Alors moi je leur en veux pas, hein, voilà, mais j'ai pas supporté. Et puis il y a le fait que comment je pourrais te dire, au moment où la maman de papa va décéder, euh, mes parents vont vraiment me manquer, vont vraiment me manquer et si tu veux, j'ai des idées noires qui viennent. Là, tu parlais d'autodestruction. Là, j'ai des idées d'autodestruction. Je m'imagine, je mets des plans pour dire, bah, enfin, comment en découdre, en terminer, parce que j'en peux plus de voir tous ces flashbacks, tu vois, de ressentir les choses. Alors, ce qui est assez C'est marrant, un c'est que deuil à la qui t'a fois, rappelé tout le deuil finalement que tu n'avais pas vraiment fait peut-être. c'est ça, c'est ça. Et en plus, si tu veux, à la fois je m'étais construit une carapace, à la fois je peux être très dur, mais en même temps, il y a une côté d'hypersensibilité, de ressentir les choses. Des fois, tu ressens des choses chez les gens et tu te dis, bah non, ce que tu vois, des choses prémonitoires, et tu te dis, mais non, c'est pas possible, c'est ton cerveau qui te fait des trucs. Et puis en fait, quelques temps après, ce que tu avais vu arrive et tu dis, ah, bon. Et après, tu te dis, non, mais c'est le hasard. Et si tu veux, c'est un peu comme dans
la ligne verte où cet homme noir qui, j'ai pas le même pouvoir, hein, j'ai pas cette prétention là. Ce que je parle, c'est par rapport à l'hypersensibilité et au fait de ressentir les choses. Des fois, trop c'est trop, quoi. Tu vois. Et et du coup, j'ai envie de mettre fin à mes jours. J'imagine comment faire. J'ai plusieurs schémas. Et, euh, et là, un jour, je bois le café chez une voisine commerçante et elle m'embrasse sur la bouche. Et du coup, je me dis, eh ben, au lieu de au lieu de pendre, autant te pendre au bout d'une femme. Bon, Mm. bien sûr, on parle d'adultère, hein, on est bien d'accord. Ouais. Oui, parce que Euh, voilà, au fin fond, tu avais besoin d'un amour, et à défaut de te donner de l'amour de toi quelque part, bah, tu as trouvé l'amour par cette voisine-là qui... ou une suite, tu voilà. sais. Alors c'est compliqué, hein, parce que si tu veux, Ouais. en ce que je croyais, la fidélité, tout ça, ça s'est pas fait comme ça. Il faut que j'y réfléchisse. Et je me rappelle un lundi, parce que je travaille pas le lundi, et j'ai passé un lundi à pleurer toutes les larmes de mon corps parce que euh, j'étais paumé et, et que c'était encore une fois une sorte de monde qui s'effondrait, tu vois, Ouais. différemment. Et que là, c'était de ma faute. Encore C'est une moi qui famille qui allais, s'effondrait, ouais. tu vois, Ouais. c'est à l'aide de ma faute. De ce coup-là, quelque part, là, c'était un peu moi Hmm. le bourreau, tu vois. C'est dans le triangle, je sais plus comment il s'appelle lui. Ouais. Donc, où à la fois, tu es victime, c'est un triangle. Et, euh, Ah oui, 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 et je vois. tu vois ce que je veux dire? Ouais, J'ai plus le nom, mais moi non plus. mais donc Mais t'es la victime, le perpétuateur en anglais, enfin celui qui... c'est Ouais, ça, ouais, ouais, c'est ouais, ça, c'est les trois choses là. Ouais. ouais, Mm. complètement. Et donc du coup, je vais le faire. Je vais le faire parce que je suis vraiment mal et que j'ai Bah, c'est l'impression ça que ou c'est te une porte. pendre, en fait. C'est ça, c'est ça. En fait, je parle même pas parce que j'avais je suis coiffeur à l'époque, j'ai un client que j'adore et le mec, il s'est pendu, tu vois. Et du coup, ouais. Et, et je me dis, ben non, enfin, c'est le fruit du hasard, quoi. C'est de m'embrasser. Mais c'est une fuite en avant, quelque part, parce que c'est aussi une sorte d'autodestruction, ça, tu vois. Ouais, 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 je comprends. Parce Ouais. que, parce que t'as l'impression que tu te fais du bien, mais en fait, tu fais du mal autour de toi. Et puis t'es encore Et dans la fuite de quelque chose qui est là, quoi. c'est ça, c'est ça. Tu vois, c'est comme quand, par rapport à la nuit, où j'ai fui. Tu vois, j'ai pas affronté, j'ai fui. Ça me, tu vois, ce truc-là, ça me ronge, tu vois. Ouais. Et donc, ça va durer quelques temps. Hein. Ça va durer quelques temps. Et puis, un jour, je me dis, bah, il y a un voyage en Égypte. Et dans ce voyage, on rentre dans un tombeau et le guide nous explique que les Égyptiens anciens, quand le pharaon faisait son voyage vers l'éternité, eh bien, il y avait la pesée de cœur, où on pesait le cœur et l'esprit, et il fallait que les deux correspondent pour que tu puisses passer. Et je me suis dit, ben, toi, si t'étais, si c'était ton cas, ben, tu passerais pas. Mm. Mm. Tu passerais pas. Et en fait, je me dis qu'il faut être franc. Et je prends la décision quelques mois plus tard, quelques années plus tard, d'être cohérent avec mes Ouais. actes. Ouais, ouais. Voilà. Et en fait, de divorcer, de demander le divorce, c'est un peu compliqué. Face à moi-même, Bah, encore plus tous les traumas compliqué. reviennent, en fait, parce ils ont toujours été là. C'est Ils ont juste que toujours là, été il y a là. plus de petits filtres pour, tu C'est vois, ça, pour c'est les ça, cacher. c'est ça. Donc la maison de mes parents, je la loue, tu vois. Et
et les locataires n'arrivent plus à payer. Et là, je décide de la vendre. Je me dis, c'est le moment, voilà, je vais je vais tourner une page, je vais vendre la maison, et comme ça, voilà, il n'y aura plus de souvenirs, enfin, douloureux. J'ai trouvé des acheteurs, et à un moment donné, il y a des gens qui sont intéressés, ils me disent, oh, c'est la maison de nos rêves, et tout ça, trop cool. Donc, on se donne un rendez-vous, et la dame, elle me dit, Monsieur Labrousse, votre maison, vous avez depuis combien de temps? Je lui dis, je crois que à l'époque, ça devait faire 30 ans, tu vois. Et elle me dit, mais il y a un truc. Et quand elle me dit ça, je commence à comprendre que ça pue. Et mais elle me dit, c'est passé quelque chose dans votre maison. Et je dis, oui, mais je comprends pas pourquoi vous me dites ça. Je dis, là, de vous à moi, on devrait être en train de parler. Est-ce qu'il y a des fenêtres double vitrage? Est-ce que la toiture est bonne? Est-ce que quel état électrique? Voilà. Ouais. Est-ce que terme technique, mais pas au niveau de la négociation. Mais je dis, pourquoi vous me dites ça? Elle dit, oui, mais avec ce qui s'est passé, vous pouvez pas la vendre ce prix-là. Et là, j'entends, c'est le jour. Et là, j'ai le flashback de la nuit qui arrive. J'entends tout ce que je t'ai raconté tout à l'heure, la souffrance de ma famille. Et là, je lui dis, les yeux dans les yeux, je dis, de vous à moi, vous allez à partir d'où vous venez. Et cette maison, je vais la reprendre. Je vais l'habiter. Je vais faire des travaux. Et quand je dis ça, tu vois, je dis ça parce que je suis tellement blessé, tellement choqué par qu'elle veut négocier sur le malheur sur un de ma drame famille. Que toi-même tu as vécu. C'est ça. Je suis tellement choqué que je dis ça, mais en même temps, ça me fait peur. Ça me fait peur parce que je suis jamais revenu dans la maison, juste et à chaque fois que je revenais, même parce que quand on était loué pour le locataire, c'était terrible pour moi. Les flashbacks qui revenaient, puissance 10, compliqué. Et là, je suis avec quelqu'un et elle me dit, bah, écoute, c'est pas grave, tu fais les travaux, puis on habitera dedans. Et en septembre, on doit habiter dedans. Il se passe, il y a quelques petits trucs qui se passent avec elle. Et puis, elle se prend la tête avec une de ses copines, et cette copine, elle lui envoie des brochures de journaux via Internet de ce qui s'est passé cette nuit-là. Et elle me dit, Jean-Yves, écoute, je peux pas venir avec mes enfants, c'est pas possible. Et en fait, je me retrouve donc ça devait être en 2016, un truc comme ça, 2016-2017. Je me retrouve en octobre 2017 non, 2016 ouais, c'est ça, 2016, à rentrer chez moi, chez la maison de mes parents, tout seul. Mais je sais même pas comment on peut faire ça. Oui, voilà. Et là, je fais une dépression. Et en fait, je vais voir mon médecin et je lui dis, je vais pas très bien. Et mon médecin me dit, ben, Jean-Yves, je t'arrête. Je dis, quoi, tu m'arrêtes? Je dis, ouais, il me dit, je t'arrête. Et en fait, ça va durer 7 mois. Et là, je me dis, ben, il faut que j'aille voir un psychiatre. Parce que la différence entre le psy et le psychiatre, c'est que le psychiatre, c'est un médecin qui peut te donner des médicaments. Et en plus, c'est remboursé par la Sécu. Donc, bon, je suis divorcé, voilà, il faut compter. J'ai pas trop de thunes. Et puis, j'ai besoin de prendre des médicaments parce que pour lâcher prise. Hein. Donc, du coup. Est-ce que du coup, le psychiatre t'a aidé? Est-ce que oui, alors c'est un peu compliqué, tu vois. Ce qui est un peu compliqué, c'est comme lorsque j'ai divorcé, je suis allé voir l'avocat et je pensais que j'allais avoir les conseils. Ils m'ont dit, qu'est-ce que vous voulez faire, tu vois. Et là, quand je vais voir le psychiatre, il m'écoute. Et il a fait plusieurs séances pour qu'il y ait un retour. Et je suis un peu, ouais. je comprends pas, mais
la thérapie, c'est un cheminement, voilà. Ouais. Et en fait, ben, ce que je comprendrai plus tard, c'est que la thérapie, c'est aussi pour t'amener vers l'autonomie et que à toi de poser les bonnes questions. Hein. Si tu veux avancer dans ton chemin, n'importe que ce soit professionnel ou personnel, c'est toi qui dois. On est maître de notre destin. Hein. Voilà, il n'y a personne d'autre. Et, et en fait, en fait, ce que je comprends, c'est aussi pour la raison pour laquelle j'ai divorcé, c'est que j'étais en quête, je voulais être heureux, tu vois. Ouais. J'étais en quête du bonheur, d'être heureux. Et j'ai des amis qui vont m'acheter un livre de Giulio Cesare Giacobbe, c'est L'homme qui voulait être heureux. Et, et en fait, donc c'est pas mal de réfléchir sur pas mal de choses. Et là, quand je suis le psychiatre, je regarde un film, Passenger, un film de science-fiction, je me rends compte qu'en fait, t'as des gens qui partent dans un voyage de 100 ans, et il y a un mec qui se réveille au bout de 2 ans, et il réveille une femme. Mm. Et les gens ne feront pas le voyage jusqu'au bout, parce que voilà, ils ont déjà 20 ou 30 ans, et donc, du coup, ils n'arriveront pas à terme. Et en fait, ce film-là me fait prendre conscience qu'en fait, des fois, on se fait des films, on dit je voudrais ceci, cela, et ce qu'il faut, c'est être heureux sur là où tu es, tu vois. Donc Ouais. là, c'est pas la maison de mes parents, c'est pas la maison de mes rêves, mais je me rends compte que je peux être heureux là, tu vois. Mm. Et dans cette maison-là, il y a eu du bonheur avant, il y a eu du malheur, et là, mon but, ça va être de reconstruire du bonheur quelque part, tu vois. Ouais, c'est beau parce que avoir le courage de revivre dans une maison où finalement ta famille s'est fait tuer, je sais même pas comment tu as vécu les premières nuits. Enfin, j'imagine qu'il y a eu des flashs. Enfin, ça doit être hyper compliqué, non, quand même. Donc là, ce que C'était tu viens de dire, compliqué. ça montre un sacré progrès quand même. Hein. Ah oui, c'était compliqué. J'avais l'impression d'être un vampire. J'avais l'impression que chaque matin, tu sais, dans les vieux films de Dracula, tu vois le vampire qui dort dans un cercueil, et j'avais vraiment cette impression-là. Ah J'avais ouais, ouais, vraiment ouais. l'impression de vivre dans un caveau. Mais tu penses que Tu vois. finalement, c'était une étape nécessaire de réhabiter chez tes parents pour pouvoir peut-être faire enfin le deuil et avancer, avoir un peu plus de bonheur, notamment voilà, en vivant dans le moment présent, C'est etc. ça. Et puis surtout, de faire face à mes fantômes. À mes Ouais. fantômes, un peu comme dans Fort Boyard, les gens qui sont arachnophobes, qui ont peur des Oui. araignées, on les met dans les araignées. Tu Ouais, vois, bah là, ça, oui, faire, effectivement. faire face, en fait. Et en fait, tu vois, comme tu disais, euh, je me suis dit, t'as tout le temps fui, ben là, tu vas faire face. Faut arrêter de fuir. Tu vois. Ouais, ouais, que tous les démons ressortent et que tu puisses leur montrer la lumière, en quelque C'est ça. sorte. Et qu'en fait, ce qui était une faiblesse devient une force. Ouais. Et ce qui est assez drôle, c'est que aujourd'hui, s'il fallait, parce que tu vois, je vis toujours dans la maison, T'es toujours dans la s'il maison, là? ouais. S'il fallait vendre la maison, et ben je me dis, je sais pas parce que tu vois, elle fait vraiment partie de moi. Et à la fois, je me dis peut-être qu'il faudrait parce que bah, si un jour, je sais pas, pour des raisons, je mute, enfin, je trouve un job ailleurs, tu vois. Hmm. Mais je sais pas. Je Mais sais tu pas te si sens je bien pourrais. dans cette maison maintenant, à élever tes deux Maintenant, enfants maintenant, ouais. ouais. Maintenant, C'est ouais. comme si finalement tu reprenais le flambeau de tes parents pour leur dire, bah tiens, on va faire un nouveau souvenir dans cette maison parce que voilà, Oui, c'est ça un petit peu? oui, et puis, en toute humilité, ils n'avaient pas eu le temps de terminer la maison, Hmm. et j'ai fait beaucoup de choses Hmm. dedans. Donc, euh, j'ai eu l'impression de
tu vois, comme je joue aux Olympiques, le relais, tu vois, c'est plutôt ça. Ouais, ouais, ouais. C'est plutôt ça. Tu vois, ce qu'on appelle le relais, c'est le témoin. Hein, on appelle ça le témoin. Voilà. Tu vois, donc ce passage de témoin et de réussir à faire avancer donc la mémoire de mes parents et en fait ce qui est assez drôle et je l'ai pas vu parce que quand on a écrit le livre Les Colaisons avec Camille, c'était pour me rapprocher de Camille. Mm. C'était pour me rapprocher de Camille parce qu'après le divorce, ben, c'est un peu compliqué. Et un jour, Camille, elle faisait des études à Paris. Et comme je travaillais à Paris, un soir, je dormais chez des amis, et du coup, on est allé au restaurant. Et elle me dit, papa, tu pourrais me parler de ce qui s'est passé pour tes parents? Parce qu'en fait, je ne l'avais jamais raconté, parce que je savais pas comment le raconter, puisque même moi, ça me faisait peur. Je me dis, et comme mes filles apprenaient bien à l'école, j'avais peur qu'en disant Mm. ça soit un traumatisme qui bloque quelque chose, tu vois. Et C'est ton ex-femme hein, qui leur a dit que c'était un accident de voiture, que sa vite fait, famille était morte, c'est mais ça? j'en ai pas trop parlé parce que c'est pareil, tu vois. Soit ça provoquait de la pitié, soit ça provoquait de la peur. Ouais. Mais de toute Donc, façon, Camille avait repéré qu'il y avait des incohérences en fonction bien sûr, voilà, de ce que les gens racontaient bien autour de sûr. toi. Ouais. Camille, c'est un esprit vif, donc du coup, oui, elle avait Mm. compris. Et je lui en parle, mais je vais essayer de la protéger quand même, et elle va se rendre compte que dans le non-verbal, l'horreur de la situation, et que même si j'essaie d'arrondir les angles, de pas le montrer, qu'en fait, je suis terrorisé moi-même par ce que je raconte. Et elle va pas le montrer. Et quand je vais m'en aller, elle va être obligée d'appeler son amie Constance Bostoven, qui est à ce moment-là en études, et pour pouvoir se décharger de toute cette émotion qu'elle a engrangée. Mais quand Suite à elle me demande ça, ce que tu as raconté. suite, m'a demandé de lui raconter. Hein, tu Ouais, vois. ouais. Et j'ai bien conscience que c'est pas forcément là, à l'instant T, qu'elle me le demande. Mais si tu veux, il s'est passé tellement d'années entre là et elle a à peu près 20 ans. Et la fois où sa maman lui en parle, je crois qu'elle était en entrée de sixième. Donc, je me suis dit, c'est quand la prochaine fois? Ce serait quand Mm. le bon moment? Est-ce qu'il y aura d'ailleurs un bon moment? Et toi, ça se Ouais, c'est passe ça. en quelques secondes, tu vois, en 3 secondes. Et tu te dis, mais ce sera quand le bon moment, tu vois? Et du coup, je me dis, ben là, ce soir, on est bien, tu vois. Et donc j'y vais, tu vois. Et donc j'y vais. Et quelque part, ça m'a permis de plus mentir Oui, ça, vis-à-vis. c'était ça, c'est bien. Parce que je lui Ouais. mentais pour la protéger. Là, c'était Ouais. pour la protéger. Donc, du coup, ça m'a soulagé d'un poids quand même, tu vois. Ça m'a soulagé Mm. d'un poids. Et quand moi je prenais le métro pour rentrer où je dormais, donc j'ai pas conscience que Camille était complètement démontée. Dans le métro, il y a plein de monde et plus le métro avançait vers l'endroit où je devais me rendre, je me suis arrivé, j'étais tout seul et je me dis c'est marrant, dans ma vie au départ, et ben il y avait plein de gens et au fur et à mesure il y a des gens qui sont partis et maintenant je suis un peu tout seul et je me suis dit c'est le parallèle entre ça et ma vie c'est assez drôle et je me suis dit ça serait bien qu'à un autre moment j'arrive à me rapprocher de Camille pour peut-être écrire un livre parce Mm. que Camille elle a été douée avec l'écriture et s'exprimer. Donc je me suis dit, ce serait peut-être un cadeau à lui faire, et c'est peut-être la seule qui pourrait sublimer ça. Enfin, pour elle, ça pourrait être une Mm. histoire Mm. intéressante. Tu vois. Ouais. Et il faudra attendre donc 3-4 ans plus tard, Ouais. où je suis devenu formateur pour adultes. Et entre deux CDD, j'ai une période de chômage. Et un soir, je regarde
la grande librairie. Et là, j'envoie SMS à Camille et je lui dis, mais et si je te racontais mon histoire, prenais le temps de la raconter et on s'écrit un livre. Je lui dis, après, tu fais ce que tu veux, tu vois, de toi à moi, c'était un peu juste pour me rapprocher, me dire, ça prendra peut-être 5 ans, ça permettra de se voir un peu. J'ai pas du tout conscience de comment ça allait se passer. Et Camille, quand je lui écris ça, peu de panique, elle appelle ou elle écrit à Constance Bostoen, qui est devenue journaliste. Et Constance elle dit écoute Camille, on va réfléchir. Et puis Constance a réfléchi, puis elle a dit à Camille, c'est tout à fait possible en fait. Tu vois. Ouais. 20 ans plus tard, il est sorti. Comment tu as vécu la libération de l'autre, celui que tu appelles l'autre, comme tu nommes le tueur? Comment on vit avec cette menace, parce que c'est clairement ce qui s'est passé. Tu avais peur pour tes filles, tu avais peur qu'il te retrouve. Est-ce que tu sais où il est maintenant? Enfin, comment ça se passe? Parce que je pense que c'est une question que mes auditeurs ont aussi. Alors, c'est Maître Garnier qui va m'envoyer un papier, une copie de l'administration pénitentiaire, en me disant que je savais qu'il allait sortir. Hein. Mais on arrive en 2005 et là, c'est comme un choc. Je lui dis dans quel état d'esprit il est et surtout, au moment du procès, Christian Garnier l'avait dit que j'avais été les yeux qui avaient permis qu'il soit jugé. Donc tu te dis, est-ce qu'il va vouloir se venger, dans quel état d'esprit il est, et est-ce que il va pas vouloir s'en prendre à mes enfants, tu vois. En fait, de toi à moi, j'ai pas peur pour moi. J'ai pas peur pour moi. Ce que j'ai plutôt peur, c'est pour ma famille, hein. Voilà. Oui, qui viennent briser la famille que tu t'es reconstruite. Oui, c'est plutôt le fait de, j'ai pas, t'as pas envie que des gens qui sont innocents vivent ce que d'autres ont vécu. Hein. Enfin voilà, c'est plutôt, c'est pas les trucs, c'est pas se mettre une balle dans la tête, tu vois, ce que je veux dire. C'est autre chose. Donc j'ai pas envie que des innocents souffrent. Donc je vais essayer de mettre en place une sorte de bouclier de protection. Donc déjà je vais m'armer, batte de baseball, hein, j'ai pas de fusil, un truc comme ça, mais batte de baseball et puis système d'alarme. Et puis je vais parler à mes ex-beaux-parents, je vais leur dire, écoutez, les enfants, quand ils sortent de l'école, il y a quelqu'un qui les récupère, on les laisse pas tout seuls dans la rue. Et en fait, j'ai voulu faire bien. Bon, puis je vais voir le médecin pour prendre des tranquillisants parce que je suis complètement, ça va pas, ça va pas, pour me calmer. Et en fait, ce que je me rends pas compte, et c'est au travers du livre que Camille elle explique que elle comprenait pas pourquoi, par rapport à ses copines, elle avait pas de liberté, tu vois. Et Camille a un peu souffert, sa sœur aussi. Et en fait, ce qui est bien, c'est que le livre a permis que je comprenne aussi ce qu'elle a vécu au travers du divorce. Tu vois. Ça n'a pas permis de m'excuser, parce que je ne cherchais pas de toute façon à m'excuser, mais ça a permis qu'elle puisse comprendre certaines choses, donc nous rapprocher, et puis sa sœur, je lui ai proposé si elle voulait faire partie de l'aventure, elle n'a pas voulu. Bon, on peut comprendre, voilà. Émotionnellement, elle n'était pas prête. Et puis, ce que Camille avait pas vu, que j'ai pas vu, et que ça pouvait être une thérapie aussi pour moi. En fait, le livre m'a permis aussi de déposer les bagages et en fait, tous ces flashbacks qui arrivaient, qui me terrorisaient, il m'a de les accueillir.
Et en fait, depuis ce côté horrible que je pouvais voir, juste de reconnaître les personnes qui arrivaient et d'être heureux de les voir, tu vois. Et puis, d'avoir peur de ce qu'elles avaient vécu. Ouais. Ah, ça a mis du temps, hein, effectivement, mais Ça met du, c'est beau, hein, ça que met c'est du une histoire temps, familiale de de rétablir, résilience, mais de résilience, exactement, ouais. ouais, de résilience. Et, et, euh, et je te dis, en fait, je me suis dit, hein, au fur et à mesure qu'on écrivait le livre, je me suis rendu compte qu'en fait, ça pouvait, en, en toute humilité, aider toutes les personnes qui ont vécu un traumatisme, peu importe le traumatisme. Pour d'autres, ça va être se casser un bras, pour d'autres, ça va être, je sais pas, Mm. donc peu importe. Il n'y a pas de graduation, hein. Ouais. Pour chacun, ton parcours, tu peux dire que ton parcours est pire que l'autre. On a tous des épreuves et des fois, on ne sait pas comment y faire face. Mm. C'est un message Donc, d'espoir. carrément, c'est ça. De dire, et puis de se dire que tout est possible. Même que Ouais, si c'est tu es clair. handicapé, là, il va y avoir les Jeux paralympiques, et on le Mm. voit bien. On voit bien le témoignage de ces athlètes qui ont dû s'adapter, et je me retrouve complètement au travers Mm. d'eux, s'adapter, le regard des autres, et trouver la force nécessaire pour avancer. Tu Ouais. sais, en fait, ça me rappelle à une citation de ma grand-mère, qui était une chrétienne, mais qui était agricultrice. Et un jour que je ne vais pas aller bien, elle me dit, Jean-Yves, face aux événements de la vie, c'est un peu comme quand je vais faire mon marché. Elle me dit, Jean-Yves, tu sais, quand je fais mon marché, je veux acheter des carottes, j'achète des œufs et du thé. Quand je rentre du marché, je fais cuire les carottes, les œufs, et je fais infuser le thé. Face aux difficultés de la vie, est-ce que tu veux être comme les carottes après avoir cuit, être mou, ou être comme les œufs durs, ou être comme le thé, te transformer. Et en fait, c'est ça. C'est qu'est-ce que tu fais de ta vie? Voilà. Ouais. C'est ça. Et ce livre, c'est ça, en fait. Qu'est-ce que tu fais de la vie? J'aurais pu passer ma vie à me morfondre, à rester dans le fond de mon lit. Je suis pas un super-héros, hein, mais Ah, euh, tu l'es à ta manière, en fait. Comme finalement, beaucoup d'événements vont transformer des personnes, tu vois? ouais, ouais, quelque part. Mais quelque part, c'est aussi l'héritage que, en fait, ce que tu disais tout à l'heure, je te parlais de relais, passage de Mm. témoin. Et ben, mes parents, ma famille, ils m'ont donné quelque chose. Et moi, je l'ai pris et je l'ai continué j'en ai fait quelque chose avec, tu vois. Ouais. Ouais. Ouais, c'est beau. Et alors, ma dernière question, du coup, je sais pas hein, si tu sais ou pas, mais est-ce que oui, tu sais où il est? Tu sais ce qu'il Non, fait ou... non, Non. non, Et je ça sais pas. t'inquiète pas, ça, c'est pas... Ben, un peu quand même. Un peu quand même. Ouais. Mais après, de toi à moi, je me dis la chose suivante. J'aurais dû mourir le 6 octobre. Une partie de moi est morte. Une partie de moi est morte, ce qui fait que je suis un survivant. Euh, donc j'ai eu le droit à une deuxième chance. Mm. Lui, c'est un assassin. Il a fait de la prison. Donc, quelque part, je me dis que si t'es intelligent, eh ben, si t'as une deuxième chance, tu la saisis, tu ne Ouais. laisses pas partir, et que tu rebondis. Voilà. Donc, ben, moi, je lui souhaite d'avoir pris cette option-là et, Mm. euh, et d'être devenu un homme meilleur, tu vois. Ouais, c'est fort, Parce hein, que ce que tu dis. quelque part, tu vois, c'est Eric Emmanuel Schmitt qui a Ouais. écrit un livre, ça parle de vengeance, et, et en fait, c'est une femme, sa fille a été violée et tuée.
Et elle demande la permission à son avocat si elle peut rendre visite à l'assassin. Elle va voir l'assassin et elle lui dit je vous pardonne. Oui, c'est ça, c'est la vengeance du pardon. Je vous pardonne de ce que vous avez fait à ma fille, mais je voudrais que chaque jour qui passe, vous vous rappeliez de la souffrance que vous lui avez infligée avant de mourir. Et donc c'est Christian Garnier qui m'avait parlé de ça, tu vois. Et donc au départ, je crois que le gars il va un peu rigoler au nez, tu vois. Et en fait, avec le temps, ça lui est rentré dans la tête. Tu vois, parce que moi j'ai le flashback, tu vois. Et tu dis, même si t'as affaire à un monstre, le mec, ça le touche pas. Et je me dis quelque part, si t'as deux neurones, et ben celle qui regarde l'autre neurone a dit, ouais, toi t'as fait ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Se rappeler la souffrance que t'as pu imposer à des gens toute ta vie, quelque part c'est terrible. Donc je me dis que si t'as deux neurones, et ben t'essaies de devenir quelqu'un de meilleur, tu vois. Enfin, c'est ce que quelqu'un de sensé ferait, quoi. Sinon c'est que t'as vraiment un problème, quoi. Ouais. C'est déjà très fort ce que tu viens de nous livrer et ça fait plaisir de voir que oui, il y a de l'espoir, comme tu disais. Merci beaucoup, Jean-Yves. Merci, Léna.